Comment ça... Donc, bonjour Monsieur Fialon, on est ici dans votre domaine. Mon domaine un peu. Et dites-moi donc votre château là. C'est pas un château. C'est pas un château. C'est Ah, pas un il y a eu un château qui a oui. été rasé en 1783 et depuis il y a une grosse maison bourgeoise mais qui n'a rien d'un château. D'accord. La famille Ducrot de Bellepaire, quand elle a vendu, a racheté le château des évêques de Saint-Pandelon et donc depuis ça a été racheté par un commerçant bayonnais, donc ça n'est en aucun cas un château. D'accord. Même si dans la région on a l'habitude d'appeler château là, Oui, une grosse maison. très bien. Voilà. Et ça date de quelle époque là, dans la première pierre? 1784. 1784. Le seul château, c'est le château de Bellepaire. En Saumur, il n'y a pas d'autre château D'accord. que le château de Bellepaire. Et là vous allez, Connaissance, on va faire un tour dans votre château, dans votre maison, Dans votre jardin. dans votre jardin. Et c'est un jardin qui a quoi comme particularité? Bon. En réalité, le premier monsieur Desjaubert dont j'ai connaissance, c'était grand maître des eaux et forêts dans la région de Senlis, et en particulier fait la connaissance de Marquis Gérardin, qui est connu puisque c'est chez lui que Rousseau avait terminé ses jours. Et à cette occasion-là, il a connu un certain nombre de grands, on peut pas dire pépiniéristes, de grands, Botaniste. non, d'aménageurs de Ah jardin, d'accord, de paysagiste de l'époque. voilà, de paysagistes de l'époque. Et quand la famille Desjaubert a racheté Saubus, Madame Desjaubert a donc fait appel par amitié aux personnes qu'elle avait connues dans sa famille, et en particulier, je ne me rappelle plus son nom, je saurais à l'époque, celui qui a été chargé d'aménager le jardin d'acclimatation dans le bois de Boulogne à Paris. D'accord. Et c'est à cette époque-là, comme ça porte son nom, le jardin d'acclimatation a été fait pour justement amener un certain nombre d'arbres. Essentiellement, c'était la grande période où Chateaubriand avait fait ses différents livres comme Atala. Donc on parlait beaucoup des arbres des États-Unis. Et donc il avait demandé à ses correspondants de lui envoyer un certain nombre d'arbres. Et il s'est rendu compte au bout de certain temps que le climat parisien était peu favorable à des plantes semi-tropicales. Donc il a eu l'idée de demander à ses correspondants d'envoyer désormais 2 plants de chaque espèce. Un qui mettait à Paris, qui avait pour vocation de crever assez rapidement, et un qu'il envoyait donc à Madame Desjaubert à Saubus, où le climat étant un peu plus tempéré, ils avaient quelques chances supplémentaires de prendre. Maintenant sont relativement communs, mais qui ont été dans les premiers à être implantés au moins en France. En France. Pas en Europe, mais au moins en France. Et qui proviennent de toutes les régions du monde alors? Ah non, essentiellement des États-Unis. Essentiellement des Oui, États-Unis. je pense, oui. D'accord. Je pense. Parce qu'en réalité, c'est une tradition familiale qui me permet de vous le dire. Il n'y a aucun écrit permettant de confirmer ce que je vous dis. D'accord. Bon, Donc là, nous allons procéder à la visite de ce magnifique jardin. ce magnifique jardin qui, au cours des âges, a quand même subi un certain nombre de tempêtes. Donc un certain nombre des arbres qui avaient pris racine ici ont quand même disparu, ou en 99 ou en 2009. Enfin, il en reste un certain nombre. Bon, bah écoutez, on vous suit, monsieur Voilà, Fialon. donc paraît-il le plus beau spécimen, un des plus beaux spécimens en Europe, puisqu'il fait 4 mètres de circonférence. Bon, il est un peu envahissant, il cache un peu le soleil. Vous me répétez le nom, Magnolia grandiflora. Il a fini effectivement de fleurir. Et là, on aperçoit le pont de Saubus.
Voilà, qui a été construit par le Conseil général grâce à des subventions que lui a donné Madame de Jaubert. Ah d'accord, à l'époque il y avait déjà un conseil général. Ah, il y avait un Conseil général, certainement. C'était à quelle époque ça, c'est quelle année? Enfin, il a été commencé en 1878 et terminé en 1882. L'Aquarium de Cabreton. D'accord. Il dirige vers ce bâtiment, c'est quoi? Ça, c'était Madame de Jaubert, on l'a pas connu, ça a été construit par mon arrière-grand-père, tout à fait à la fin du 19e siècle. Parce qu'à l'époque, c'était la grande mode des oranges, des agrumes. Donc il avait construit ça. C'est une serre alors? C'est une serre, exactement, dans laquelle, à l'époque, il y avait un assez grand nombre d'orangers, de citronniers. Bon, moi, vous en verrez quelques-uns, mais enfin, c'est beaucoup plus modeste que ce qu'il y avait dans mon enfance. Sous le nom d'arbre à kaki. Le arbre s'appelle en réalité un plaque minier. D'accord. Lagestroemia, ou lilas de Perse. En réalité, il est originaire de la haute vallée de l'Indus. Ah d'accord. Ah oui, mais Magnifique là. ça c'est un séquoia Sempervirens. Périodiquement, ils perdent leur cime parce qu'ils ont le gros avantage de servir de paratonnerre. Mais malheureusement, ils en perdent la tête. Et que, contrairement au pin qui est de montagnes rocheuses. Donc là vous avez du kaki, c'est bon le kaki? Ben oui, oui. Vous en mangez quelquefois? Moi peu, mais j'ai beaucoup d'amis. Il y a beaucoup de gens qui défilent pour venir m'en demander. D'accord. Il y a des habitués là. Surtout d'Oris, je sais pas pourquoi. Ah bon? Il y a un certain nombre de dames d'Oris qui viennent chaque année Ils sont amateurs de... au mois d'octobre-novembre pour me demander des kakis. Qui datent au contraire ça, de mon arrière-grand-père. Quand le pépiniériste Mémou s'est installé à Bayonne et qu'il a introduit les camélias qui étaient déjà dans la région nantaise, mon grand-père s'y est intéressé à de camélias variés, mais malheureusement ils sont en fleurs que l'hiver. Celui-là a reçu la foudre cette année. Ah, il a reçu la foudre cette année? Donc vous verrez les branches du haut, on les verra de loin, les branches du haut sont mortes, mais Et ces bûches, c'est les branches? comment? C'est ce qu'on voit là, c'est les branches du haut? Oui. Vous avez... Ça c'est celle d'avant, de l'année dernière, parce Ah qu'elles bon? sont tombées. Non, elles mettent 3 ou 4 ans à tomber les branches. Ah oui. Je sais pas, vous connaissez, C'est un chêne. un chêne fastigié. C'est un port de branche un peu comme les... Votre orangerie. Oui. Ah ben de ce c'est jardin. 2 heures tous les matins. Été comme hiver. C'est votre petite culture physique. Voilà, exactement. Voilà un autre. Oui, ça c'est celui qu'on voyait tout à l'heure. Que quoi. vous voyez Hein? tout à l'heure, voilà. Alors voilà Mais je ne vais pas traverser les buis là, au risque de les abîmer. Ah oui, c'est... parce que c'est un des arbres qui est tombé avec la tempête là. Ces, Un ces peu ar- raclé. ces arbres sont utilisés au niveau... Aux États-Unis, oui. Oui, par rapport à quoi? La menuiserie, l'ébénisterie, oui. Ça doit faire des belles planches, hein? Bon, alors celui-là, ben... C'en est un aussi? Oui, non, c'est autre chose, mais j'ai plus son nom en tête celui-là. Ah, je comprends, remarque. Ils sont compliqués les noms en plus. Voilà. Hein?
Ça a été aménagé par Madame Desjaubert, justement, comme halte. Elle avait l'habitude de faire un peu le grand tour du bourg. Donc elle avait aménagé dans tous les 200 mètres, 500 mètres, un endroit où elle pouvait s'arrêter. Tous les autres étaient en planche, celui-là était en pierre. Et c'est d'ailleurs le seul qui a résisté. Les autres, moi je les ai connus quand j'étais petit, mais progressivement. Je vois un balcon en haut, là, les bah restes oui. d'un balcon, et on y montait alors en Ah haut? non, non, non. Non, non, c'était que de la décoration. Que de la décoration. Voilà, ça me la laisse trop bien. Ah ben, Il ressemble tout. ça ressemble vraiment à ce que j'ai dans le jardin. Non, Oui, oui. c'est ça. Parce que à l'heure actuelle, on les fait plutôt roses comme ça. Les mauves ont été les premiers. Bon, ben, ça plaisait au 19e ou au 20e. Oui. Et au 20e siècle, en réalité, on a cherché des couleurs plus vives. Pas une main de Bouddha, malheureusement, la fouille est tout juste en train de se faire. Ah d'accord, la main de Bouddha. On appelle ça la main de Bouddha. Et dans un mois, il sera un peu plus présentable. Ma femme en faisait beaucoup avec mes cuits, par exemple avec des rôtis de porc, des viandes un peu qui ont besoin d'être un peu relevées. Mais ça a exactement le goût d'un citron. D'accord. Mais ça presque, ça a la grandeur d'une main d'enfant, largement. Il y en aura un aussi. C'est assez rare effectivement que enfin ici en France, que les camélias fructifient. Et ici on doit avoir un climat qui leur convient. Ce sont des fruits de camélia. Oui, Ah ça. Tous les gens. Je découvre, hein. Oui, mais vous n'êtes pas le seul, tout le monde découvre qu'il y a des fruits de camélia. C'est mangeable? Ah non, 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 Alain, t'es couvert de. Pourquoi celui-là et pas les autres? Et ils portent des fleurs sur la même branche, des fleurs rouges et à côté des fleurs blanches. Ah oui, oui, c'est incompréhensible. Pourquoi? Et ça aussi, ça a été introduit. Ah ben ça alors, il y a vers les années 1800, disons, de Nantes, qui s'appelait Menou, qui s'était installé à Bayonne, et alors qu'il y avait beaucoup de camélias, Nantes a longtemps été le centre des camélias, donc il a introduit les camélias, puis il a dû se dire que la Ladour était propice. Comment mon grand-père l'a-t-il connu, je ne peux pas vous dire. Et donc, mon grand-père s'est un peu passionné pour les camélias, ce qui fait qu'on trouve ici des camélias assez gigantesques. Je vous dirais que, pour la petite histoire, il y a une dizaine d'années, j'ai reçu un groupe de Japonais à qui on avait dit qu'il y avait des camélias, qui sont venus, je ne sais pas pourquoi, ils sont revenus une demi-heure après en me disant, mais on a visité votre jardin, mais on a vu beaucoup de choses, mais pas de camélias. Ah! Et ben, j'ai dit, je vais vous les montrer. Quand je leur ai montré, ils m'ont dit, mais chez nous, les camélias, ils sont hauts comme ça. Alors, on a regardé au sol, on n'a jamais levé le nez, en pensant que des camélias pour avoir des dimensions pareilles. La forme des feuilles est légèrement différente. Ceux-là ont des feuilles plus pointues que les autres. Donc, il y a des variétés. Ça fleurit essentiellement en juin. Ah, c'est tardif alors. Comment? Elle a été. Non. La vigueur, Ça donne des olives. Ça donne des olives. Pas mangeable, ça donne des, Ah oui, oui, des des fruits qui ressemblent à des olives. et qui ressemblent avec des olives, d'accord. Non, c'est plutôt les oliviers qui donnent des olives, mais Oui. là, cette année, il est trop jeune, il ne va pas. En tout cas, c'est beau, c'est une belle plastique, hein, on dirait presque Il du. va pas en donner. Oserait. Voilà. Mais bon, regarde cette époque-ci, c'est plus l'époque des roses.
Ça, sinon, là vous avez quand même, c'est peut-être la dernière de l'été, ça s'appelle, cette espèce c'est la cuisse de nymphe émue. C'est une vieille rose du XVIe siècle que j'ai réussi à sauver. Qui est magnifique toute l'année. Donc à chaque endroit il y a des fleurs, mais jamais toutes en même temps. Et répétez-moi le nom là, c'est la rose. Les cuisses de nymphe émue. C'est rescapé. Ça ressemble à des olives. Oui. Ça ressemble à un sapin, ça fait des olives. Ah oui, c'est vraiment des olives. Et pas comestible bien sûr. Ah je peux vous en donner si vous voulez essayer. Écoute, les olives, si Moi, j'ai jamais essayé. si on les macère pas, c'est pas très beau. Hein. Dendrophyllum. On peut finir aussi. C'est un cousin de la même famille que le kaki d'ailleurs. Ça donne un arbre. C'est ce fameux arbre noir. Le noir ébène. Celui-là aussi. Là. Ça n'est jamais qu'une repousse. C'est celui qui est à côté. Oui, et donc très dur aussi. Bon, très dur aussi, je pense. Voilà. Oui, voilà Ah oui, une branche ce dont vous parliez, là, la branche qui va finir par tomber. Elle va finir par tomber. Pas chauve. Il s'appelle chauve parce qu'en réalité, contrairement à tous les autres résineux, il perd ses feuilles d'hiver. Il n'a pas de feuilles d'hiver. Ah ouais, il n'est pas pérenne. Bon. Il y en a un à la Barthe. Il y en a un dans la Barthe, oui. Presque à la limite de rivière. Là-bas, près de la barrière, quoi. Oui. Ah oui, mais c'est celui-là, là? Oui. Alors, les houes, c'est des petits arbres. Oui, oui. Et voilà. Ou du fait peut-être de la dimension de l'arbre. Oui. Ah oui, c'est un arbre, hein. Voilà, c'est non, oui. Et c'est du hou. Et c'est du hou, oui. Oui, ça. Celui-là aussi. Oui, oui. Ah. Je trouve le qualificatif japonica. Il a un cousin germain qui s'appelle élégance. Et il s'appelle. Je ne sais pas. Ça me reviendra. Mais... Je me creuse un peu le crâne, je finis par les retrouver. Mais... Ça ressemble un peu à. Eh bien, ça, c'est aussi. Hein. C'est un logistrémien. Et qui manque un peu d'air. Tus. Oui, un peu. Oui, ça fait un couvre-sol. C'est un couvre-sol, ouais, c'est joli. Oui. Hein. Ça fleurit violet, ça fait des petites fleurs violettes. Qui est l'enfant d'un des premiers tulipiers qui avait été planté en France et qui a été renversé par la tempête et qui a heureusement fait deux rejets. Donc c'est des arbres qui sont... Mais vous voyez, celles-là, Ouais. très à long, elles ne sont pas dentelées du tout. Ouais, c'est exact. Ouais, puis ça fait un arbre.
Ça s'appelle un puits des Baléares. Mais vous avez quoi? Vous avez des engrais spéciaux? Hein? Et oui, c'est pas Pour avoir des arbres. c'est pas tous les matins qu'on voit des puits comme ça. Ah ouais. L'arbre. Un peu. Ah oui. Ça s'appelle un févier. Et ça serait. Oui, alors ça paraît vrai, c'est qu'il y a c'est des racines. Voilà, des épines à trois. Ça serait, dit-on, l'arbre avec lequel on a fait la couronne. On avait fait la couronne du Christ. Ah ouais. Exceptionnel. Voilà encore un autre buis. Ça donne un fruit qui ressemble. Oui, on va le voir. Une châtaigne. Pratiquement comme une châtaigne. C'est vrai. Donc on le surnomme Rosier, châtaigne. le rosier châtaigne. Il y a une bogue, une petite bogue. Voilà. Cela, quand, En réalité, ça- c'est un résineux. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est un résineux. Enfin, on peut pas dire un résineux, mais c'est de la même famille que les résineux. cela, quoi, ça me fait penser, le fruit, ça me fait penser à la pomme cannelle. Oui. De... Un peu de fruits à pain aussi. Ah, le fruit des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Hein. Un peu c'est que là, Vous avez une vue de l'église que peu Ah bon? ont. Hein. Ah oui. Oui. incroyable parce que par exemple le sol, est-ce qu'il y a eu des apports de sol? Parce qu'ici on est dans des alluvions, Oh, les donc c'est les alluvions. alluvions, c'est la Ah oui, bourre. en C'est la bourre réalité, qui nourrit tout ce qui est assez extraordinaire, c'est que il végétation n'y a pas de extraordinaire. terre. Il n'y a pas de terre ici. Il y a, C'est ça. il y a 20 cm de terre noire et on tombe tout de suite sur les moraines glaciaires, Voilà. c'est-à-dire de l'argile avec des galets, mais gros comme des têtes d'enfants. Mais bon, en réalité, une fois que les arbres ont pris en surface grâce à la terre noire, leurs racines rentrent dans cette argile qui garde l'humidité au fond tout l'été. Donc il faut que les arbres s'implantent lentement, mais une fois qu'ils ont pris, ils sont à l'abri de toutes les sécheresses. C'est nature, parce que Ah, c'est ça, une la- nature non. quand même très travaillée par l'homme. ça. Oui, non, mais en réalité, c'est pas. Dès qu'il prend En une réalité, la Dour est venue se creuser son lit dans la moraine glaciaire. Mm. En réalité, allure. on est dans l'avant-piémont pyrénéen. C'est la limite du Piémont. Les Pyrénées s'arrêtent ici, elles sont venues buter. Alors est-ce qu'elles sont venues buter sur les Landes ou les Landes sont venues buter sur la moraine, c'est peut-être l'inverse. Et c'est la fin effectivement des éboulis pyrénéens. Et la Dour a creusé son lit ici, mais a été très fertile. Oui, c'est surprenant. Voilà, On ne s'attend pas à trouver une telle fertilité Oui. du sol. hein. Oui, mais bah, c'est ça. Ouais, par exemple, vous n'employez pratiquement pas d'engrais ici. Non, je n'en mets que dans les Hein? pots. Voilà, c'est ça. Je n'arrose pas, je n'arrose et je ne mets d'engrais que dans les pots. Moi j'ai toujours considéré que les plantes s'adaptaient et que justement une plante qui est arrosée fait ses racines en surface, donc elle a toujours besoin d'être arrosée. Une plante non arrosée est amenée sauf quand elle est toute petite, est amenée à faire plonger ses racines en profondeur. Et c'est d'ailleurs peut-être parce qu'elle plonge en profondeur qu'elle trouve un terrain. Le problème, il est que le camélia il a besoin d'un degré hygrométrique important. Il y a toujours 2-3 degrés de plus qu'ici. De plus. Parce que c'est encore plus encaissé. Bon, il ne faut pas grand-chose.
Et dans la roseraie, donc c'est là où vous allez nous présenter Madame Eugénie de Joubert. Non, dans l'orangerie. Dans l'orangerie. Ah oui. L'orangerie, c'est tout à fait au bout. Dans l'orangerie. Donc Oui. cette dame, vous nous en dites quelques mots? Oui, en réalité, cette dame, je ne peux pas commencer, faire court. Bon, cette dame est la fille de quelqu'un dont la Révolution française a fait un peu je ne veux pas dire, et la fortune et la célébrité, en ce sens que, pour des raisons qu'on n'a pas toujours complètement élucidées, il a été munitionnaire alors qu'il était d'origine suisse, il a été munitionnaire de l'armée française, et c'est, d'après la tradition familiale, lui qui a permis d'approvisionner les troupes françaises pour la bataille de Valmy, à la fois en vivres et en munitions, alors que les Autrichiens qui étaient en face n'avaient pas de munitions et mangeaient d'après la tradition familiale, des prunes vertes, vraisemblablement c'était des raisins verts, et que par conséquent, ils étaient à quatre pattes derrière les haies et incapables de se battre. Donc la première victoire des armées françaises de la Révolution sont, semble-t-il, dues en partie à M. Delachaux, qui a continué donc du coup à être munitionnaire des armées françaises au moins d'Allemagne, où il a acquis une fortune assez considérable. Bon, sa fille, donc mademoiselle Eugénie Delachaux, a épousé M. Desjaubert, qui était consul de France à Naples, dont elle a eu 2 fils et une fille. Son mari est mort relativement jeune, ses filles sont morts autour de 30 ans, et sa fille, avec un peu plus longtemps, est morte également avant elle. Donc en réalité, n'ayant pas d'héritier direct, et étant pratiquement assez éloignée et de la famille de son mari qui était suisse et de la sienne qui était belge, elle s'est intéressée à son filleul qui était le fils de son régisseur dans sa maison d'Orsay à côté de Paris, et au moment de sa mort, elle lui a donc laissé ses propriétés de Saubus que son frère avait acquis parce qu'il était tuberculeux et qu'on lui avait fortement recommandé d'aller habiter dans les Pyrénées. Donc dans les années 1820, ou 1830 plutôt, alors que sa sœur était à Naples, il a écrit à sa sœur: je suis fou de joie, j'ai acheté un château dans les Pyrénées. Et 15 jours après, il réécrivait à sa sœur en disant: je suis allé voir mes acquisitions, c'est pas un château et c'est pas dans les Pyrénées. Bon, donc effectivement, il est venu y habiter, et l'atmosphère de l'Adour ne lui a pas convenu du tout, donc il est mort très rapidement, et donc sa sœur a hérité. Oui, parce que c'était plutôt la malaria qu'il y avait ici, avec les marécages. Oui. Alors peut-être pas la malaria, mais enfin, il y avait le brouillard de l'Adour qui n'était pas fait. Et je pense que c'est d'ailleurs en partie en souvenir de son frère que dans son legs au département, Madame Desjaubert a demandé qu'on construise un sanatorium, un préventorium à Cabreton pour les enfants tuberculeux. D'accord. Bon. Donc Madame Desjaubert a vécu à Saubus les 20-25 dernières années de sa vie, où elle a contribué à pas mal de choses. Les choses les plus importantes, c'est effectivement le pont, pour lequel elle a donc fait un legs de 400 000 francs, et qui a en plus nécessité une transformation assez complète du bourg, puisqu'à l'époque, ce qui est la route départementale, était une maison qui abritait à la fois le presbytère, l'école, et donc Madame Desjaubert a acheté une maison qui a été rasée en 1956, je pense, pour construire la mairie actuelle. Ah oui. Mais elle avait acheté ça pour y mettre justement à la fois l'école de garçons, le presbytère et la mairie. Et cette maison, enfin moi je
Ah oui, non, il y a quoi pour l'avoir connu ici. Enfin, il y a beaucoup de gens de Saubus qui ont connu cette maison qui a été un peu plus important que celui qu'on connaît maintenant, puisqu'à l'époque il y avait une chaufferie mais qui est tombée en ruine. Une chaufferie qui consistait à quoi alors? Une chaufferie? Oui, pour chauffer l'eau. Ah ouais? Oui, pour que les femmes qui faisaient. C'était, je crois, le premier exemple d'un lavoir communal ayant, je dirais pas de l'eau chaude courante, mais enfin de l'eau chaude à proximité. Ah ouais. Bon, elle a aménagé le puits qui est sur la place. Et puis elle a fait un certain nombre de dons aux bonnes œuvres locales. Voilà, et puis sa grande œuvre, enfin les deux œuvres après, ça a été l'asile des sœurs ici, et surtout le préventorium de Cabreton, Oui. pour lequel elle a non seulement construit un préventorium, mais laissé un capital relativement considérable pour son entretien. Bon. Cette maison et ses propriétés de Saubus, tout ce qui a été acheté par son frère ici. Écoutez, monsieur Ferland, on vous remercie. De rien. Donc, je broderai un peu là-dessus. Là, je vous ai fait un peu le... Je suis curieux, monsieur Ferland, c'était quoi ça là? Ça, Cette pièce là? ce trou il a été fait par un monsieur Delachaux qui se piquait un peu d'être un scientifique, etc. Et donc il passait une longue vue pour observer le soleil. Oui. Ah ouais, ça c'est un vieux souvenir de famille qui n'a rien à voir avec cette fête. Ça vient d'une autre Ah, c'est pas d'ici. maison de mes arrière-grands-parents. C'est bon, je fais. On a un peu de travail au cantonnier. C'est celui-là qui a les fameuses épines, hein, Oui, du Christ. Attention. Donc ça vient du Moyen-Orient. Si c'est les épines du Christ, Voilà. c'était beau aux États-Unis. En résumé un peu de tout. C'est du XIIIe siècle et ça continue certainement jusqu'au XIV. Moi, je sais pas. Bon, le général, on a mis le... Je vais nous éclairer la nef. Bonjour Bernadette, Madame Lasserre. Bonjour, monsieur le maire. Allez, on y va. Donc, nous vous accueillons dans l'église Saint-Jean-Baptiste. Allez, go. Nous sommes heureux de vous accueillir dans l'église Saint-Jean-Baptiste de Saubus. Elle a été édifiée au moment de la transition entre l'art roman et l'art gothique. Sa date de construction est indiquée sous le porche à l'entrée de la tour carrée 1240. Elle a subi des modifications, des agrandissements, une surélévation au cours des XIVe et XVe siècles. La partie la plus ancienne est celle du chevet roman, avec ses hautes ouvertures, avec des arcades en plein cintre, reposant sur des colonnes, deux colonnes de part et d'autre, à l'intérieur et à l'extérieur. Les vitraux sont faits de médaillons en hommage à Saint Jean-Baptiste, avec ici un palmier, un couteau, etc.
et dont les vitraux sont des dons de la famille Fialon. Donc ils Les ont... vitraux C'est une... latéraux Oui. du chevet sont un don de la famille Fialon, donc un à Saint-Eugène. Là, c'est le mari. Eh ben, c'est les descendants, c'est les héritiers de Madame de Jaubert. Héritier de Madame de Jaubert. Il a... Elle a été faite en 2 parties. Alors, elle a été la première partie la plus ancienne, c'est le chevet et la première travée ici. Ensuite, il y a eu des ajouts au XIVe et même au XVe siècle. Voilà. Et là, Alors, si vous voulez, on peut s'avancer Oui, sous bien le sûr, porche, allez-y, allez-y. puisque on rentre dans cette église sous le porche qui conduit à l'escalier menant à la tour. Alors ici, on est dans le porche d'entrée qui ouvre, par lequel on a accès par 2 portes, l'une et au nord. On découvre le portail fait de 6 arcatures au feuille et les arcades qui se terminent sur une croisée au-dessous de cette part au-dessus. Les plus récentes de restauration sont 2 lignes de fils aveugles reposant sur des colonnes au chapiteau travées, plusieurs travées. Voilà, vous les voyez ici. Une première travée avec 4 liernes qui sont ces nervures de pierre qui se croisent au centre. Alors, une et qui se rejoignent ensemble, qui vont. Et donc, les 2 chapelles ont été construites un peu plus tard. Ici, celle-là est dédiée à Marie. Alors, son autel, ainsi que l'autel de la chapelle, culture aux magistrats. on a des tombes en dessous alors, ici, là. Oui, des sépultures, oui. Et certaines... Vous avez les identités des... Oui, les personnes, qui sont par exemple M. Laurent Borda, qui est enterré en 1816. Je préciserai les dates si je fais une erreur plus tard. Il y a Madame de Lachaud, qui est la maman de Eugénie des Jaubert, elle était enterrée vers 1827. Il y a le grand-père de Pierre Benoît. Ces 3 sépultures sont soudées, donc les pierres tombables dans le hall, le hall d'entrée, c'est-à-dire sous le porche. Mais ici, en pierre, et la tribune elle-même est en bois, avec des bancs en amphithéâtre et 2 avancées avec des bancs, bien sûr, qui servaient surtout aux hommes. Uniquement que les hommes dans le temps, bien sûr. C'est toujours vrai? Non. Donc ici, vous êtes dans la chapelle dédiée à Saint-Michel, qui était la propriété des seigneurs de Belle-Paye. D'ailleurs, ils étaient enterrés ici. Ça leur servait de tombeau. Alors, cette statue représente Saint-Michel, tout bouclé, comme vous voyez, tenant un glaive qui empale le dragon, ce qui est bien sûr le signe du démon, et par la même occasion, il porte dans un panier les âmes des défunts qui auront ce support de la statue, le socle. Il y a l'écusson de la famille des seigneurs de Belle-Paye qui était écuyer. Alors c'est un écusson écartelé, c'est-à-dire divisé en 4 avec 1 et 4 d'or à 3 chevrons. C'est en 1966 et c'est une pièce rare et précieuse. L'art sacré à Dax.
qu'elle disparaisse. Je fais un aparté, mais j'ai vu ces croix-là également en Asie. En Asie, aux Indes. Donc c'est aussi... Aux Indes, c'est une croix qui oui. existe depuis très longtemps. Mais ici, Parce c'est que- la croix basque, bien sûr, hein, chez nous, là, dans la région. Mais parce que la croix basque, il me semble qu'elle n'a pas ce sens-là. Hein. Hein, la croix basque, elle n'a pas ce sens-là. Non, et dans l'autre sens. Elle est dans l'autre sens. Hein. Dans les aiguilles d'une montre. La croix Plutôt gammée. comme ça. La croix gammée, elle est dans l'autre sens que ça. Et je pense que les gens se trompent. Non, on a une à l'endroit et une à l'envers. Une à l'endroit et une à Je l'envers. découvre à l'instant, moi. Ah, Voilà. encore mieux. C'est horrible. C'est vrai, j'aurais dû vous le dire, excusez-moi. Ouais, mais Excusez-moi. Ah, Je l'ai Là dit. aussi. et alors Là, mais ça, Là aussi. dans cette croix sur fond noir, on parle de quelque chose. Là. bah, là c'est... Celle-ci est la croix basque. Et celle-ci, c'est pour ça que je dis qu'on ne l'aime pas. Non, je pense... Enfin, est-ce que ça serait de l'époque de l'occupation où il y aurait eu... Alors ça, vous voyez, il y a des choses Parce que ça, je sais pas, ça m'a frappé à l'instant. là. que nous Jamais ne personne connaissons n'avait- pas. Moi, je n'avais jamais vu ça. À l'instant. Vous nous avez décrit cette statue. Vous nous avez parlé du chevalier de Belpère. Oui. Alors ce chevalier, il a une histoire, il est de quelle époque il est, c'est Alors, la famille de Belpère remonte très très loin dans le temps. C'était des écuyers, des chevaliers, et c'était les nobles qui donc faisaient partie de la chevalerie et qui défendaient le prince, le duc, le roi. Hein. Donc c'est à ce titre qu'ils étaient ennoblis et qu'ils étaient nobles. donc c'est la fameuse demeure de Belpère Voilà. qui est au bord de la Dour, enfin. Qui est un château fort, qui est un château fortifié, maison forte du Moyen Âge, et qui a une tour encastrée avec un escalier à vis, l'équivalent de celui qui existe dans la tour flanquée au chevet de la tour carrée, hein, dont je vous ai parlé. Et donc cet escalier à vis a été restauré et la maison a été magnifiquement restaurée, je dis le mot. Bon. Et vous y vivez. Oui, on y vit, mais c'est le patrimoine aussi de Saubus et nous sommes fiers d'avoir pu le faire, bien sûr. Au sol, là, Oui, c'est des tombeaux. ce sont des tombeaux, les sépultures de magistrats, de personnalités éminentes de la commune. Comment oui, oui, au Pays Basque. C'est inspiré du Pays Basque. Oui. Mais c'est Voilà. Le château de Belpère possède le titre de... Le propriétaire du château de Belpère possède le titre de chevalier. Voilà. Donc, son épouse n'est pas du tout une chevalière, ça n'existe pas. Donc, le propriétaire actuel que vous allez interviewer, c'est le chevalier de Belpère. Que nous l'entretenons. Ah, très très dur, est en bois, il est d'une très belle facture et bon, l'auteur est anonyme comme beaucoup d'œuvres des églises, mais il a été très très remarqué. Pour le moment, il n'est pas classé, mais il mériterait de l'être. Allez-y. Dans une niche, nous avons installé la statue de Saint-Joseph portant 2 colombes, qui est un don fait à l'église de Saubus, donc à la commune de Saubus. Un don anonyme. Oui, il n'a pas voulu donner son nom. Cette église, et Saint-Joseph est le patron de la paroisse qui réunit... Le problème, c'est que le monument historique considérait qu'il fallait la remettre en pierre naturelle, mais elle était recouverte de décorations, Peinture et de dorure. peinture et dorures, Du Moyen Âge. finalement assez récemment. Hein. Je crois dans les années 60. Au moment On en des a quelques restaurations vestige de ça majeures. Il y a quelques vestiges de ça, de ces dorures, non? Non, Malheureusement, ils ont tout fait non, disparaître. ils n'ont pas été conservés, ce qui est dommage. Parce que bon, alors là, cette, Bernadette.
Vas-y. Cette chapelle annexe de l'église de Soubus, en fait, renferme un bien précieux, un objet précieux, culturel, qui est cette statue du Saint-Michel terrassant le dragon, dont la base, en fait, conserve encore les armes de la famille de Belpère. Alors, la famille de Belpère, c'est une famille probablement dont les origines remontent au moins au début du Moyen-Âge, en tous les cas au XIIIe siècle, elle est identifiée ici à Saubus. Et tout au long de son histoire, finalement, le château de Belpère, tel qu'on le verra tout à l'heure, en fait correspond à ceux qui restent aujourd'hui comme trace de la seigneurie de Saubus, qui était donc administrée en quelque sorte par la famille de Belpère. À cette époque-là, bien entendu, nous traversons des périodes assez troublées. La période anglaise de 3 siècles, Saint-Louis, un peu plus tard, vient s'installer comme roi de France, non pas Saubus, mais dans sa royauté, et reconnaît l'existence de tous ces châteaux qui ont combattu, on peut le dire quand même assez vaillamment, le roi de France pendant 3 siècles. D'un château noble qui avait le droit de guerre en quelque sorte. Le château de Belpère est un petit château, c'est un château une maison comparé aux grands établissements dont il ne reste aujourd'hui malheureusement très souvent que des ruines, mais dans certains... C'est l'escalier là.